Bienvenue à Voyage dans l'espace, où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, notre héros, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous proposer une formule originale qu'on a intitulée « Voyage dans l'espace au cinéma ». On va discuter de deux films, First Man, qui raconte la vie de Neil Armstrong, paru en octobre 2018, et le film Interstellaire, qui est paru en 2014. Spoiler alert, ici, on va divulgacher. Donc, Claude, d'entrée de jeu, on prend pour acquis que nos auditeurs, soit qui ont vu les films, ou soit que ça leur dérange pas qu'on va révéler certaines intrigues de ces deux films. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on imagine qu'au moment où le balado est diffusé au mois de novembre, la plupart de ceux qui avaient l'intention de voir le film l'ont vu, ou sinon un peu. Et en même temps, ben, ça va nous permettre d'éclairer certains aspects du film qui va être intéressant pour ceux qui l'ont vu, et même pour ceux qui l'ont pas vu. Puis pour le premier, First Man, bien, bon, dans le fond, on ne va pas dévoiler grand-chose puisqu'il s'agit là, de la vie de Armstrong, qui est bon, déjà connue et il est possible de le voir sur Wikipédia ou dans des livres. Là. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est une histoire connue. C'est ça. Sauf que ce qu'on va faire, c'est que si vous avez vu le film, ou même si vous ne l'avez pas vu, on va parler d'un certain nombre d'aspects de la vie d'Armstrong et du métier d'astronaute qui va donner peut-être un éclairage particulier qu'il n'y a pas dans le film. En deuxième partie de ce balado, on va discuter d'Interstellaire, le film de science-fiction qui a été diffusé en 2014 et qui met en scène un équipage qui passe au travers d'un trou de verre pour aller explorer de très lointaines planètes sur lesquelles pourrait éventuellement aller se réfugier l'humanité. Donc là, on parle de planètes là, à l'extérieur de notre galaxie ici. Exactement. C'est que le film nous entraîne très loin parce qu'on ne parle pas de planètes qui sont dans notre galaxie, mais des planètes qui sont dans une autre galaxie et même, qui plus est, de planètes qui gravitent autour d'un trou noir. On voyage donc beaucoup dans ce film-là. Disons qu'Interstellaire, comme film de science-fiction, ne ménage rien pour nous entraîner dans l'espace-temps. On passera donc d'un glorieux épisode des années 60 avec First Man à celui d'un avenir incertain avec Interstellaire. Ici, on peut se permettre d'ajouter, si vous n'avez pas vu les films, que ça ne vous intéresse pas de les voir, restez quand même avec nous parce qu'on va parler d'un certain nombre de concepts dont on parle un peu partout, qui sont souvent très d'actualité, un peu comme est-ce que la Terre est en train de mourir, est-ce qu'un jour on va voyager dans le temps, on va parler des trous noirs, et puis dans le cas de Neil Armstrong, bon, on va parler de différentes facettes de sa carrière. Donc, même si les films, vous ne les avez pas vus ou vous ne voulez pas les voir, restez avec nous, vous allez voir ça, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. C'est parti, bon voyage à toutes et à tous. Claude, on est allé voir le film First Man, réalisé par Damien Chazelle, et on va d'abord vous offrir quelques impressions personnelles. Claude, qu'est-ce que tu en as pensé dans l'ensemble de First Man, la vie du premier homme qui a marché sur la Lune? Disons que j'ai bien aimé le film, mais c'est pas dans le genre mon film favori. Pour moi, mon film favori dans le genre, c'est le fameux film Apollo 13 qui a été diffusé en 1995 et qui raconte la troisième tentative de débarquement sur la Lune. Tentative qui a échoué, comme on en a d'ailleurs parlé récemment dans notre balado, la première partie de 12 hommes sur la Lune. Le film First Man présente des aspects intéressants, notamment le fait qu'on regarde la conquête spatiale à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on est souvent dans les bottines de l'astronaute ou dans le siège de l'astronaute. Et ça, c'est un angle intéressant. Maintenant, le film prend quelques libertés par rapport à la réalité. C'est ce qu'on va étudier dans quelques minutes. OK, moi, je dois te dire d'entrée de jeu que j'ai regardé les critiques du film, puis ils sont vraiment très bonnes, il faut le dire. Quant à moi, j'ai trouvé le film moyen. Bon, j'avais deux attentes vis-à-vis le film.
Je m'attendais du moins à que ce soit un ou l'autre. Ça a été ni un ni l'autre. Premièrement, je pensais peut-être qu'on allait avoir le plaisir de vivre la fabuleuse aventure d'Apollo 11 comme jamais on l'a vu au cinéma jusqu'à maintenant. Oui, on assiste à cette mission mémorable, mais la majeure partie du film consiste à suivre les missions antérieures de Neil Armstrong. Bon, j'ai tout de même apprécié de pouvoir assister à quelques scènes en coulisses d'Apollo 11, notamment la préparation des astronautes, mais c'était trop bref. J'aurais aimé ça qu'on nous montre Apollo 11 dans tous les détails et qu'on voit en coulisses cette journée-là. En tout cas, j'en aurais pris plus et on l'a vu très brièvement. Cela dit, malgré le peu de temps qu'a duré Apollo 11 dans le film, je dois dire que ça a été une scène qui a été présentée de manière remarquable. On nous a fait vivre de façon grandiose ce moment historique où le premier homme pose le pied sur la Lune. Alors, maintenant, j'aurais pu penser aussi que ça allait être basé sur la vie sur la vie de Neil Armstrong, qu'on allait connaître le personnage. Mais on voit rien de son enfance, on voit rien de son adolescence, ni de sa jeune vie d'adulte. On le voit pas, par exemple, pendant ses études, rencontrer son épouse. Donc, l'accent est vraiment mis sur le déroulement séquentiel de ces diverses missions qu'il a accomplies. Et à la fin, je me souviens, quand le générique est arrivé, je me suis dit, bon, coudonc, je savais pas trop qui était Neil Armstrong avant le film et je le sais pas plus après. J'ai trouvé le film assez sombre. On est presque tout le temps le soir, la nuit, c'est dans des teintes très sombres. C'est froid, c'est sans émotion, mais coudonc, peut-être que c'est à l'image du personnage, Neil Armstrong. Tout de même, il faut dire que les effets spéciaux, c'était parfait, rien à redire. J'ai pas eu l'impression qu'on a exagéré inutilement certains faits, là. Alors, c'est assez fidèle. J'ai eu le sentiment que j'assistais à une histoire assez fidèle à la réalité. Et le fameux voyage vers la Lune, c'était vraiment grandiose et c'est vraiment là, c'est vraiment parmi les points positifs. Donc, l'autre, on poursuit notre balado. On peut débuter là avec la première scène, là, qui est assez saisissante. Là, dès le départ, on est à bord d'un avion hypersonique. On est dans le siège de Neil Armstrong qui effectue un vol là, rempli de suspense. Mais je suis pas certain qu'on saisit bien qu'est-ce qui se passe au juste. Moi, le premier, j'étais pas trop certain de quelle mission il s'agissait, là. C'est exactement. Et ça, je pense que cette scène-là donne à la fois les qualités et les défauts du film. La qualité, c'est qu'on est vraiment plongé dans une scène d'action, c'est assez palpitant, on est vraiment dans le siège de Neil Armstrong, mais on comprend pas nécessairement ce qui se passe. Et à mon avis, ça aurait été avantageux si effectivement on avait juste brièvement expliqué un peu d'avance ce qui allait se passer pour qu'on puisse vraiment plus apprécier la scène. Je trouve ça un peu dommage, c'est un des points faibles du film. Bon, ben justement, on est en avril 1962. Peux-tu nous dire un peu là, qu'est-ce qui se passe, à quel événement on assiste au tout début du film? C'est ça. Nous sommes donc en avril 62 à bord d'un avion fusée X-15. Faut rappeler, parce que je pense que la plupart des gens l'ont oublié, que les X-15, c'est un appareil assez particulier. C'est un des rares croisements entre un avion et une fusée. C'est-à-dire que d'ailleurs, le X-15 ne s'envolait pas comme un avion, mais il était accroché sous l'aile d'un bombardier B-52 et le bombardier l'amenait jusqu'à une altitude de 14 km. À ce moment-là, le X-15 était largué. Donc, pendant quelques secondes, il tombait en chute libre telle une pierre. On peut imaginer que le pilote qui était à bord devait vivre une sensation assez troublante de se sentir tomber en chute libre. Et là, après quelques secondes donc, de chute libre, le X-15 allumait son moteur fusée qui le propulsait à très grande vitesse, c'est-à-dire à plusieurs fois la vitesse du son, et aussi à très haute altitude de l'ordre de 50 à 80 km en temps normal. Et là, à ce moment-là, donc, le pilote qui était à bord avait une vue assez fantastique de l'espace, c'est-à-dire qu'il voyait l'horizon terrestre il voyait très, très bien la courbure de la Terre. Et même si le vol avait lieu en plein jour, le ciel où il était foncé, il était noir. En fait, il était littéralement aux portes de l'espace. Et après ça, les X-15 revenaient dans l'atmosphère terrestre et allaient se poser en vol plané sur la piste de sable d'Edwards en Californie.
Donc, c'est à ça qu'on assiste. C'est le 6e vol de X-15, 20 avril 1962, et il grimpe jusqu'à 63 km d'altitude. C'est ça. En fait, ce qu'on voit dans le film, la scène elle-même, c'est Neil Armstrong. En fait, on voit même pas Neil Armstrong parce qu'on est dans son siège. Et là, donc, c'est son 6e vol de X-15. Et là, le X-15 monte jusqu'à une altitude de 63 km. Et à ce moment-là, Armstrong, il perd en quelque sorte le contrôle de la stabilité de l'appareil. C'est-à-dire que le X-15, comme tout avion, normalement, se stabilise grâce à ses gouvernails, à ses ailes, puisqu'on est dans l'air. Mais à 60 km, il n'y a plus d'air, donc l'appareil, il n'y a plus le contrôle aérodynamique de l'avion. Et là, le film semble nous montrer que, je sais pas, je dirais que Neil Armstrong panique un peu, mais il vit une certaine incertitude. Mais tout compte fait, il est obligé simplement d'attendre que l'avion redescende un peu dans l'atmosphère, où là, il reprend le contrôle de son appareil et vient le poser sans problème sur la piste d'Edwards. C'est une scène très intense et ça serait dommage qu'on ne comprenne pas nécessairement ce qui se passe, mais la scène est assez troublante. Bon, effectivement, sans rentrer trop dans le détail, un minimum d'explication, je pense que ça aurait beaucoup ajouté à la scène. Absolument. Et dans cet épisode, ben, comme plusieurs autres, on nous montre le sang-froid dont a toujours fait preuve Armstrong. Tu dis, il panique un peu. Pas tant, finalement. On sait pas trop, hein? On ne sait pas trop. Puis là, on le voit descendre du X-15 comme si rien n'était. Et ça le film l'a bien illustré. Donc, Armstrong a plusieurs fois frôlé la mort, mais il a toujours su s'adapter à la situation et avec sang-froid. En fait, c'est la caractéristique des astronautes que la NASA a recrutés au début des années 60, c'est-à-dire que tous avaient failli périr plusieurs fois avant même d'être recrutés comme astronautes. D'ailleurs, dans le cas d'Armstrong, on aurait pu même commencer le film avec un épisode antérieur, c'est-à-dire au début des années 50, il était pilote de chasse en Corée. Il a effectué donc des missions très risquées et d'ailleurs, où là, il avait à ce moment-là seulement 21 ans et il avait déjà risqué sa vie, il avait déjà failli périr. Je soulignerais en passant qu'il existe un documentaire sur YouTube qui est très intéressant qui s'appelle The First Man on the Moon, The Real Neil Armstrong. On va mettre le lien d'ailleurs sur notre page Facebook dans quelques instants. Et donc, où là, c'est la vie d'Armstrong qui nous est racontée par l'entremise de Madame Armstrong, son épouse, la vraie, par l'entremise de ses fils et de ses meilleurs amis qui nous racontent vraiment la vie d'Armstrong. Et si vous avez vu le film, ce documentaire-là est éminemment complémentaire. Et si vous n'avez pas vu le film, vous allez voir beaucoup mieux qui il était Armstrong. C'est un documentaire très intéressant qui est comme complémentaire au film. Si on poursuit l'histoire, Neil Armstrong a par la suite été recruté comme astronaute par la NASA. Il faisait partie du 2e détachement de 9 astronautes recrutés en septembre 1962. C'est ça, exactement. Il est donc l'un il fait partie du 2e détachement des astronautes et comme tous ses collègues, ben, il a participé à un certain nombre de missions et il s'est entraîné. Ça, c'est amusant de voir que sa mère, ses amis, je ne sais pas trop, sa sœur ont appris ça à la radio. C'est vrai, c'est intéressant parce que ça, c'est un petit détail qu'on apprend dans le film de Real Neil Armstrong, c'est que le jour où il est recruté comme astronaute, sa sœur et sa mère l'apprennent tout simplement à la radio. Il y a d'ailleurs une scène intéressante dans le film First Man, celui qui passe au cinéma, où on voit Madame Armstrong qui discute avec l'une de ses consoeurs, elle-même épouse de l'astronaute, et qui se dit... Dans le fond, j'aurais peut-être préféré épouser un dentiste parce que c'est un peu inquiétant de vivre auprès d'un personnage comme Neil Armstrong qui risque sa vie quasiment tous les jours. C'est vrai. Comme on le voit dans le film, la mort fait vraiment partie de la vie des astronautes. On relate très brièvement le décès de 2 astronautes, mais on ne saisit pas trop ce qui se passe au juste, sauf qu'on voit qu'Armstrong a été affecté. Peux-tu nous donner plus d'explications? C'est effectivement un détail dans le film, mais ça aurait mérité, à mon avis, d'être un peu plus exploité. Nous sommes le 28 février 1966 et il y a 2 astronautes qui se préparent à réaliser une mission, la mission Gemini 9, prévue pour le mois de juin. Et donc, au matin du 28 février, ils se rendent à Saint-Louis, là où est l'usine où sont fabriquées les cabines Gemini, à bord de laquelle ils vont voler. Et ces 2 astronautes-là arrivent dans une zone où c'est assez nuageux, il y a une brume, ils ne voient pas exactement où ils sont. Et au lieu de se poser sur la piste d'atterrissage, ils frappent le toit de l'édifice où sont justement fabriquées les capsules Gemini. Et eux meurent lors de l'impact
dans le stationnement juste à côté de l'édifice. Et ce faisant aussi, il y a une quinzaine de techniciens qui sont blessés relativement légèrement, là. Et ce que cette scène-là nous montre, c'est qu'elle a beaucoup affecté non seulement Neil Armstrong, mais l'ensemble des astronautes qui réalisaient à ce moment-là que non seulement ils risquent leur vie au moment où ils vont dans l'espace, mais qui peuvent même périr à tout moment lors d'un banal accident d'avion. Donc, ils sont toujours en danger. Tout à fait. Donc, il s'agit ici de Gemini 9. Donc, l'équipage de Gemini 9 a donc péri 3 mois avant leur lancement. Bon, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où ils viennent pour se poser sur la piste de l'aéroport de Saint-Louis, il y a à bord d'un appareil, un T-38, il y a un autre T-38 à bord duquel il y a 2 autres astronautes. C'est l'équipage de réserve. C'est ceux qui sont en réserve de la mission Gemini 9 et eux vont se poser indemnes sur la piste d'atterrissage. Tout est correct pour eux. Et le soir même, ils vont être assignés à la mission. Donc, ils vont réaliser la mission Gemini 9 telle que prévue au mois de juin. Comme on a tendance à dire, the show must go on. On pourrait aussi rajouter comme détail, ce serait intéressant de le savoir dans le film, c'est que cet accident-là a lieu donc le 28 février, c'est-à-dire 2 semaines avant que Neil Armstrong réalise lui-même sa première mission, donc la mission Gemini 8, qui s'est envolée le 16 mars 1966. OK. Et c'est là qu'on voit l'épisode du vaisseau, en fait, qui tourbillonne violemment durant de longues minutes. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Et je ne suis pas certain si tout le monde a bien compris ce qui s'était passé. Je pense que c'est un petit peu plus expliqué que l'épisode du 15 auquel on a fait affaire un peu plus tôt, mais encore là, ce qui s'est passé, je pense que c'est pas clair. Je vais le résumer brièvement. Ce qu'on voit dans le film, c'est que Neil Armstrong et son copilote, David Scott, viennent de réussir le premier arrimage entre 2 vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire que leur cabine Gemini s'est joint à un étage fusée Agena qui avait été lancé quelques heures avant eux. Et là, donc, ils sont arrimés avec leur vaisseau, tout va bien. Et là, ils se rendent compte que le tandem commence à tourner sur lui-même tranquillement, mais en même temps de plus en plus rapidement. Et les 2 pilotes ont l'impression qu'il y a un petit moteur fusé sur l'étage Agena qui est en marche et qui donne donc une impulsion pour faire vriller le vaisseau sur lui-même. Fait qu'ils se disent, OK, on va se détacher pour reprendre le contrôle. Et quand ils se détachent, ils réalisent subitement qu'ils tournent de plus en plus rapidement. Et ça tourne de plus en plus rapidement. C'est vraiment ce qu'on voit dans le film. Et là, les astronautes se disent qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par conclure que le problème est plutôt sur leur capsule Gemini, c'est-à-dire que c'est sur leur capsule qu'il y a un petit moteur fusée qui fait tourner le vaisseau de plus en plus rapidement. Et dans le documentaire The Real Neil Armstrong, le vrai David Scott nous raconte que ils étaient sur le point de perdre connaissance tellement ça tournait rapidement, mais Neil Armstrong connaissait tellement bien la cabine Gemini, connaissait tellement bien son vaisseau qu'il savait exactement le problème. Donc, il a stoppé le moteur de fusée de sa capsule et il a repris le contrôle, mais au moment même où l'équipage était sur le point de perdre connaissance. Et aujourd'hui encore, David Scott raconte, encore tout à fait émerveillé, que cette journée-là, il a eu la chance d'être aux côtés du meilleur pilote d'essai qu'il a jamais eu dans l'histoire, dans quelque sorte. Oui, c'était assez saisissant, cette scène-là. C'était très bien fait. Absolument. Puis là, on pourrait imaginer que cet incident vaudra à Armstrong de commander le premier débarquement sur la Lune, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pense généralement, étant donné le sang-froid dont il a fait preuve une fois de plus. On se dit c'est pour ça qu'il est devenu astronaute, mais c'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, avant ça, je vais ouvrir une parenthèse. Dans le film, on fait aussi un peu allusion au fameux incendie de la cabine Apollo 1, cabine qui a brûlé le 27 janvier 1967, et il y avait 3 astronautes à bord, dont l'astronaute Ed White. Ed White, il faut savoir que c'était l'astronaute le plus proche de Neil Armstrong, son meilleur ami comme astronaute. Donc, le décès de White subitement a particulièrement touché Neil Armstrong, c'était son meilleur ami. Mais on peut aussi rajouter que si la mission Apollo 1 avait eu lieu telle que prévu, elle devait s'envoler le 28 février 1967, et si la mission donc avait bien réussi, probablement que White aurait été assigné à la fameuse mission Apollo 11 pour marcher sur la Lune plutôt qu'Armstrong. En fait, ce que je veux juste ouvrir comme parenthèse, c'est de dire que Armstrong a été, entre guillemets, chanceux parce que c'est lui qui est devenu le premier, mais il n'était pas nécessairement destiné à être le premier. Ça aurait pu être un autre, dont Ed White, s'il n'avait pas péri le 27 janvier 1967. OK. Ensuite, First Man montre l'écrasement d'une étrange machine volante
piloté par Armstrong. Une fois de plus, il passe à quelques secondes de la mort. Alors ça, c'était assez spécial, cette machine-là qu'ils utilisaient. Là, on peut même dire qu'Armstrong il est passé littéralement à 2 secondes de la mort. Ouais. Pour expliquer de quoi il s'agit, cette machine-là, on l'appelle le LLTV pour Lunar Landing Training Vehicle. C'est une espèce d'hélicoptère, on pourrait dire ça de même, une espèce d'hélicoptère, mais au lieu d'avoir des hélices, c'est des moteurs à réaction, des moteurs d'avion qui lui permettent de voler de façon verticale comme un hélicoptère. L'idée étant la suivante. Le LLTV est équipé de 2 systèmes de moteurs. Il y a un premier système de moteur qui fournit les 5/6 de la poussée nécessaire pour le maintenir en vol. Il y a un deuxième système de moteur qui fournit l'autre 6e de la poussée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les astronautes se posent sur la Lune, tout est 6 fois moins pesant que sur Terre. Donc, vous avez besoin juste de 1/6 de la poussée pour contrôler le véhicule qu'on aurait besoin sur Terre. Fait que le LLTV, qui est piloté par l'astronaute ne contrôle que le système qui fournit le 1/6 de la poussée pour se pratiquer à atterrir sur la Lune. Sauf que c'est un appareil très, très mal commode et comme on voit dans le film, Neil Armstrong, il a vraiment perdu le contrôle de l'appareil. En fait, il y a une défaillance technique dont il n'était pas responsable. Et il a juste eu le temps à peine de sauter en parachute. Et là, l'appareil s'est écrasé. On le voit d'ailleurs très bien dans le film. Mais dans le film, ce qu'on voit, tu vois, de 100%, c'est pas une reconstruction, c'est le vrai film. Il y avait une caméra qui a filmé l'appareil qui explose en plein vol, Neil Armstrong qui s'éjette et qui se pose en parachute. Rajouter un petit détail qu'on voit dans le documentaire sur The Real Neil Armstrong, c'est que Madame Armstrong, la véritable épouse de Neil, raconte que le soir de l'accident, Neil est revenu chez lui, il est rentré chez lui comme si de rien n'était, ils se sont assis à table, ils ont soupé, sans jamais parler de l'accident. En fait, Neil était vivant, il était sain et sauf, c'est tout ce qui comptait, mais il n'en a pas parlé, je pense, comme vous et moi, on en aurait parlé si on avait vécu un tel épisode. Pour lui, bon, c'était une fois de plus. Ben oui, ça montre bien le personnage. Ça montre bien le personnage. Claude, ça a depuis existé, ce genre de machine-là? Je pense pas que la NASA utilise encore ça. Non, c'est parce que d'une part, on se pratique plus à aller sur la Lune, mais à l'époque, c'est intéressant comme question, parce qu'à l'époque, les astronautes ont insisté par après pour continuer à opérer la machine, parce qu'ils disaient on en a besoin pour se pratiquer à atterrir sur la Lune, même si c'est dangereux. Donc, la machine, bon, le problème technique a été résolu, mais ça a toujours été une machine très risquée. Les responsables de la NASA n'aimaient pas beaucoup utiliser cette machine-là, mais les astronautes qui devaient un jour atterrir sur la Lune en avaient besoin pour se pratiquer. Maintenant, comme on n'en est plus là, c'est sûr que si un jour on retourne sur la Lune, on va avoir des équipements beaucoup plus sophistiqués que cette vieille machine des années 60. C'est ça qui est bien dans le film, c'est que, en fait, ça a beau être la NASA, mais on voit que l'équipement de pratique qu'ils utilisent, on est quand même dans les années 60. On est dans les années 60. Et ça, moi, ça m'a marqué de voir ça, cette machine-là, tout comme l'espèce de machine où qu'on le voit pratiquer, là, à tourner dans tous les sens. On aurait dit une espèce de manège de fête foraine, là. Moi, j'aurais jamais embarqué là-dedans, mais c'était l'époque. Le film montre un certain nombre de scènes qui t'ont déplu, Claude. Alors, de quelles scènes s'agit-il? C'est surtout, je dirais, les scènes d'action dont on a un peu parlé, mais qui sont jouées de façon irréaliste, particulièrement les lancements de fusées, dont le lancement d'Apollo 11. Ce qu'on voit dans le film, c'est quand il y a des scènes, que ce soit la balade en X-15 ou la mission Gemini 8 ou le lancement d'Apollo 11, on entend un vacarme épouvantable de métal qui craque. On a l'impression que le métal va être sur le point de se rompre et les astronautes sont secoués, ils sont soumis à une vibration très, très intense. Et c'est à se demander comment le matériel et les astronautes ont pu survivre à une telle mission. Or, la réalité est tout autre. Tous les astronautes qui ont volé à bord des capsules Mercury, Gemini, Apollo nous ont dit non, un lancement, c'est sûr que c'est une opération intense, là, mais c'est assez doux, c'est assez calme, là, ça brasse pas, puis il n'y a pas un niveau de sonore très, très intense. D'ailleurs, dans les années 60, on n'avait pas de caméra à bord pour voir comment ça se passait, mais maintenant, on en a depuis plusieurs années. Et quand on voit des lancements, que ce soit des lancements de satellites ou d'astronautes, on voit que c'est
très, très calme, c'est très doux. Il y a une intensité, là, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous montre Hollywood. Et ça, j'ai trouvé ça déplaisant parce que, de toute façon, pour moi, un lancement, c'est un moment très intense. Là. Si on pense au fait que les astronautes sont assis sur des centaines de tonnes de carburant hautement explosif et qu'ils risquent leur vie au moment du lancement, c'est quelque chose de dramatique, mais c'est pas nécessaire de faire un bruit épouvantable, un niveau sonore de vibration qui n'est pas vrai dans la vraie vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça a gâché un peu mon plaisir. OK. On a d'ailleurs vu ça récemment lors du lancement raté d'une capsule Soyouz, le même jour où First Man sortait en salle. Quelle coïncidence étonnante. Absolument, c'est toute une coïncidence. D'ailleurs, le matin, j'avais couvert l'accident du Soyouz et le soir, j'allais voir First Man. Vraiment, comme coïncidence, c'est remarquable. Je dirais deux choses. Si on regarde des lancements de Soyouz antérieurs à l'accident lui-même, là, quand ça se déroule normalement, il y a une caméra à bord du Soyouz et on voit très bien que tout se passe calmement, qu'il n'y a pas vraiment un niveau sonore très élevé parce qu'on entend très, très bien les astronautes communiquer avec la Terre. Donc, dans un lancement normal, on le voit très, très bien, les caméras nous le montrent, que ça se passe beaucoup plus calmement que ce que nous montre Hollywood. Et même quand il y a un accident, par exemple, justement, l'accident du Soyouz qui est arrivé le matin même, les deux hommes, le cosmonaute et l'astronaute américain qui ont survécu, nous ont raconté que c'est sûr que ça a brassé un peu plus que d'habitude parce que juste au moment où ils se séparent, leur fusée explose là, juste derrière eux. Mais ce qu'eux ont vécu, ce qu'eux ont ressenti, n'a rien à voir avec ce que nous montre le film First Man ou ce que nous montre de façon générale Hollywood. C'est pas comme ça la réalité, puis je trouve ça navrant. OK, mais on ne pourrait pas penser que de nos jours, depuis l'époque, là, nos lancements sont beaucoup plus adoucis par rapport à ceux des années 60? C'est une bonne hypothèse, effectivement, mais comme je disais un peu tantôt, tous les témoignages des astronautes nous ont confirmé que c'était quand même une opération, certes stressante, mais quand même qui se passe en douceur. D'autant plus, il y a une raison à ça, là. Si il y avait le niveau sonore et de vibration qu'on voit dans le film, le matériel serait endommagé, que ce soit les satellites qu'on lance, que ce soit le vaisseau lui-même ou les équipages. Ce serait intolérable des lancements de même. Fait que ça ne se peut pas. Il faut que le lancement soit relativement en douceur pour que le satellite, une fois rendu en orbite, ou le vaisseau spatial comptant l'équipage, soit en bonne santé. Or, quand on écoute le film, on entend le métal qui craque, qui fend, et on a l'impression que le vaisseau va tomber en mille morceaux. Si c'était ça, il y aurait beaucoup trop de dommages et on ne pourrait pas faire les opérations qu'on fait actuellement. Là. Mm-hmm. OK. Sinon, First Man montre bien ce qu'ont dû vivre et endurer les femmes des astronautes. Ça, je trouve que ça a été vraiment un aspect très intéressant du film. C'est effectivement un aspect très intéressant et souvent peu couvert. En fait, si on monte aux années 60, donc à l'époque du film, c'est quelque chose qu'on cachait. C'est-à-dire, les épouses des astronautes devaient rester toujours stoïques, se dire toujours confiantes, comme quoi étaient certaines que tout irait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est vraiment pas le cas. Elles vivaient un très, très grand stress. Et ça, le film nous le montre très bien. Et ça, j'ai apprécié parce que on n'a pas idée du drame que vivaient les femmes des astronautes, le stress qu'elles vivaient. Non seulement ils vivaient un stress, mais il fallait pas qu'elles montent. Il fallait qu'elles disent non, tout va bien, j'ai confiance, tout est parfait. C'est pas ça du tout auquel elles pensaient. Et tu as adoré l'allusion faite à la mission Apollo 10. Peux-tu nous parler de ça? Ça, c'est une toute petite scène, c'est un détail, mais que j'ai trouvé absolument charmant. Ce qu'on voit à un moment donné dans le film, on est au mois de mai 1969 et on voit la cabine Apollo 10 amérir dans l'océan au terme d'une mission qui est un grand succès. À cette époque-là, tout le monde s'est réjoui, y compris moi-même, comme quoi la mission Apollo 10 ayant parfaitement réussi, la prochaine étape, ça va être le premier débarquement sur la Lune par l'équipage d'Apollo 11. Tout le monde se réjouit, sauf Mme Armstrong, ce qu'on voit dans le film, parce qu'elle comprend que son mari va courir l'ultime risque de se poser sur la Lune. Fait qu'elle n'est pas heureuse du succès d'Apollo 10, alors que tout le reste du monde l'est. J'ai trouvé ça remarquable comme idée. Et d'ailleurs, on la voit à un moment donné dans le film, on voit Mme Armstrong accuser la NASA de n'être qu'une bande de gamins qui s'amusent à explorer l'espace, quand même. Et ça, sans se soucier des familles. Bon, est-ce que ça a eu lieu, cette scène-là, tu penses? Je pense que ce cri du cœur n'a pas eu lieu. En fait, je suis convaincu que le cri du cœur n'a pas eu lieu, sauf qu'il témoigne très, très bien de la détresse que vivaient les épouses. Et ce qu'on sait, ce qui est vraiment documenté, c'est qu'à cette époque-là, le taux de divorce dans la communauté spatiale était nettement plus élevé
que dans la moyenne générale. C'est-à-dire non seulement les épouses d'astronautes, mais les épouses des ingénieurs, des scientifiques, des gestionnaires de programmes n'en pouvaient plus de supporter le stress et de se retrouver toute seule avec tous les problèmes. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de divorces, ce qui témoigne bien de la détresse que vivaient les épouses. Détresse, encore une fois, dont on ne parlait pas à l'époque, mais que montre très bien le film. Mm-hmm. C'est ce que j'aime du cinéma. On nous a fait vivre, dans le fond, une scène qui a probablement pas eu lieu exactement comme ça, mais qui représente ce que les femmes ont vécu. Absolument. Et tout ça contenu dans une scène. Absolument. C'est très symbolique. L'un des aspects les plus frappants du film, c'est la personnalité de Neil Armstrong. Claude, est-ce qu'il était aussi peu bavard? Est-ce qu'il était si renfermé sur lui et détaché de tout jusqu'à ce point-là? C'est la question, je pense, que tout le monde se pose en sortant du film. En tout cas, c'est la question que moi, on m'a posée. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rencontrer Armstrong. En fait, il y a peu de journalistes qui ont eu cette chance-là une fois l'émission Apollo 11 terminée, parce que, comme je pense on sait tous, Armstrong est retourné dans ses terres. Par contre, depuis la sortie du film, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent le film nous montre très bien qui il était Armstrong. Entre autres, ses enfants, ses deux fils, qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui, eux ont participé au film, ont collaboré de près au film. Et dans une entrevue qui est disponible sur YouTube, encore là, on va mettre le lien, ils témoignent tellement que le film est fidèle à ce qu'était leur père. Il y a un autre film intéressant que j'ai trouvé sur YouTube. C'est une des très rares entrevues que Neil Armstrong a accordées en 2005 au réseau CBS dans le cadre de l'émission 60 Minutes et dans lequel, Neil Armstrong à ce moment-là, il a 75 ans puis il nous rappelle un peu sa carrière et tout ça. Et je pense que si vous regardez cette entrevue-là, vous allez très bien voir que le bonhomme, il est ce qu'on voit dans le film. Donc, c'est pas quelqu'un de très haut-palais, puis c'est pas que c'est quelqu'un plutôt de réservé, de peu loquace. Je pense que effectivement, tout porte à croire que Armstrong, il est comme on voit dans le film, même si ça surprend tout le monde. OK, écoute donc, ça me donne le goût d'aller voir ça. Puis, moi, il y a une scène aussi qui me fait penser à un moment donné, il explique à ses deux enfants, puis là, il se fait questionner par ses deux enfants sur la mission Apollo 11. Mm-hmm. Il répond de la même façon qu'il répondrait à des journalistes en conférence de presse. C'est ça. Cette scène-là a été ajoutée dans le film par suite du témoignage de ces deux enfants, ces deux garçons qui ont dit la veille où Neil Armstrong devait quitter Houston pour se rendre à Cap Canaveral en prévision du lancement d'Apollo 11, on est environ, je pense, une douzaine de jours avant le lancement, au début de juillet 69, quand cette scène-là part. Madame Armstrong a dit à son mari, elle a dit, écoute, faut que tu ailles parler à tes garçons, faut que tu leur dises au revoir, sachant que peut-être qu'ils ne te verront plus jamais. Et on voit très bien dans le film qu'Armstrong, il n'a pas le goût de le faire. Là. Il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Et ses enfants ont rapporté d'ailleurs dans l'entrevue que j'ai mentionnée il y a quelques minutes, que vraiment leur père s'est assis avec eux, il les a regardés un peu, dit avez-vous des questions à me poser parce que moi je sais pas quoi vous dire. Puis là, il y a vraiment pas eu une conversation chaleureuse comme on devrait normalement imaginer un père qui dit ça se peut que ce soit la dernière fois que je vois mes enfants et ça se peut que ce soit la dernière fois que mes enfants me voient. Donc, il était pas comme ça. Fait que cette scène-là, d'après ce que disent les enfants, les deux fils d'Armstrong, c'est à peu près comme ça qu'elle s'est passée et c'est frappant comme ça. Exactement. Passons maintenant au film Interstellaire. Rappelons qu'il s'agit d'un film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan et sorti en salle en novembre 2014. La trame d'Interstellaire se résume comme ceci. Alors que la Terre se meurt, une équipe d'astronautes franchit un trou de verre apparu près de Saturne et conduisant vers une autre galaxie afin de repérer une planète habitable où pourrait s'installer l'humanité. Claude, que penser de ce film? La plupart des gens, je pense, considèrent que c'est un film de science-fiction. Là, c'est ce qu'on veut plus partout. Moi, je considère que c'est davantage un film de fiction parce qu'il prend beaucoup, beaucoup de liberté par rapport aux notions scientifiques. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants.
Pour moi, je ferais un parallèle un peu, et c'est correct, hein, c'est un film de fiction, c'est tout à fait correct. Pour moi, je ferais un peu un parallèle avec les films à la James Bond, à la Indiana Jones, ou les aventures du professeur Longsdon dans Le Code da Vinci, tu sais. Personne ne va penser que ces films-là reflètent la carrière d'un agent secret ou d'un archéologue ou encore la vie d'un professeur d'université. On est dans la fantaisie, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire, c'est jouissif, etc. Mais on est dans la fiction. Et je trouve qu'Interstellaire, mon opinion à moi, là, ma vision à moi, c'est un film de fiction. Pour moi, un film de science-fiction, ça serait 2001, le fameux film 2001, produit en 1968, parce que ce film-là, à l'époque, extrapole ce qui pourrait être vraisemblable en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on pouvait penser en 68 qu'en l'an 2000, on aurait de majestueuses stations orbitales faites en forme de roue. Une station orbitale habitée par un robot, HAL, on pourrait dire une intelligence artificielle qui finit par prendre le contrôle de la station. Il y a un volet fiction, là, il y a un message en provenance des extraterrestres. Fait que pour moi, on est dans la science-fiction, mais en ce qui me concerne, Interstellaire va beaucoup, beaucoup trop au-delà des connaissances scientifiques, de l'extrapolation qu'on pourrait faire de nos connaissances scientifiques pour le qualifier de science-fiction, mais c'est mon opinion, là. Est-ce que le film t'a plu? Est-ce qu'il t'a déplu? Si on imagine que c'est un film de science-fiction, ça m'aurait déplu parce qu'on est justement trop au-delà de la science-fiction. Il faut dire que le film se passe, il n'y a pas une date précise, mais on pense qu'on peut penser qu'on se passe dans notre proche avenir, là, dans les années peut-être 2030, 2040, 2050 ou à peu près. Mm-hmm. Et on peut pas imaginer que l'exploration spatiale va être rendue là où est rendu ce que nous montre le film, contrairement peut-être à 2001 où on pouvait supposer que ce serait à peu près ça. Donc, mais comme film de fiction, par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que il y a des scènes extraordinaires, il y a des images splendides, il y a une musique extraordinaire. Donc, on est vraiment dans un univers de fiction remarquable, mais on n'est pas dans la science-fiction parce qu'on va beaucoup trop au-delà de nos connaissances scientifiques. OK. Tu désires souligner que le film présente, d'un point de vue strictement scientifique, des impossibilités incontournables, à commencer par les communications entre la Terre et l'équipage. Effectivement, c'est un des exemples qui est assez facile à discuter, fait que je vais vous donner une idée, là, mais l'idée est la suivante. Le scénario, c'est que, comme on l'a dit au début, le scénario, c'est un équipage qui va explorer des planètes potentiellement habitables dans une autre galaxie. Or, durant leur mission, ils reçoivent des communications de la Terre, notamment des vidéos en provenance de leurs proches. Bon, le film ne nous spécifie pas dans quelle galaxie ils sont, mais nous, ce qu'on sait, la connaissance scientifique, c'est que la distance entre nous et n'importe quelle autre galaxie se chiffre en termes de millions d'années-lumière. Or, si on envoyait un message radio à destination d'une autre galaxie, bon, les ondes radio, par définition, se déplacent à la vitesse de la lumière, ça prendrait des milliards d'années pour parvenir même à la galaxie la plus proche. Donc, ça se peut pas que si les astronautes sont dans une autre galaxie, situés à des millions d'années-lumière de nous, qui reçoivent des messages de la Terre. Fait que quand je parle qu'on dépasse nos connaissances scientifiques, c'est pas juste de dire un jour on sera plus puissant, c'est que on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, les ondes radio ne peuvent pas se déplacer plus vite. Fait que ça se peut pas, la communication entre l'équipage, malheureusement. Mais est-ce qu'on pourrait pas penser ou supposer que les messages envoyés de la Terre passent eux aussi par le fameux trou de verre qu'ont emprunté l'équipage et donc de cette façon-là que les messages les rejoignent de la même façon en passant dans le trou de verre? Ça serait une bonne hypothèse de dire, dans le fond, ce que les terriens ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un message radio via le trou de verre qui a rejoint l'équipage. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'une fois que l'équipage a traversé le trou de verre, il a aussi manœuvré pour se rendre sur une autre des planètes qu'il visite l'une après l'autre. Mais évidemment, les ondes radio, elles ne peuvent pas manœuvrer pour se rendre à la bonne planète. Donc, ça serait une hypothèse intéressante, ce qui ne veut pas. Pour moi, le film aurait été scientifiquement beaucoup plus intéressant si on s'était rendu dans des exoplanètes dans notre galaxie, des exoplanètes qui sont situées, par exemple, à 10, 15, 20, 30 années-lumière. Là, la communication aurait été possible, mais la communication n'est pas possible entre nous et une autre galaxie, peu importe les moyens qu'on peut imaginer.
Le début du film te rappelle un souvenir en particulier. Peux-tu nous dire lequel? Ce qui est intéressant dans Interstellaire, il y a un des aspects intéressants, c'est qu'on exploite beaucoup ce que j'appelle des mythes modernes, c'est-à-dire des idées qui circulent, que tout le monde pense qui sont probablement vraies et à laquelle on peut en douter. Dans le cas du début du film, il exploite une idée qui est exploitée, qui est très courante aujourd'hui, c'est que la Terre est à l'agonie, là, bientôt, dans quelques décennies, la Terre ne sera plus habitable, et donc il va falloir se trouver une autre planète. C'est une idée intéressante, mais ça m'a beaucoup rappelé. Moi, dans les années 70, alors que j'étais adolescent, j'ai vu un film qui m'a beaucoup troublé et qui s'appelle Soleil vert. C'est un film assez célèbre, je ne sais pas si les gens en ont entendu parler. L'histoire se passe en l'an 2000 à New York et à ce moment-là, la Terre est surpeuplée et il règne une certaine famine, là. C'est difficile de s'alimenter. Et moi, quand j'ai vu ce film-là en 73, j'ai beaucoup été troublé parce que je me disais, l'an 2000, c'est mon avenir à moi, là. Ça pourrait être ça, mon avenir, que dans une trentaine d'années, là, la Terre est surpeuplée, les populations sont affamées. Et je suis sorti du cinéma en étant très troublé. Comme j'imagine que peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont allées voir Interstellaire ou d'autres films, là, où on exploite l'idée que, vous savez, l'humanité n'en a plus que pour quelques décennies et il va falloir trouver des solutions parce que l'avenir, là, est vraiment plus qu'incertain. Or, si je reviens à mon trouble d'adolescence, quand j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, on est aujourd'hui en 2018. La réalité vraisemblable que décrivait Soleil vert ne s'est pas avérée, c'est-à-dire que la Terre n'est pas surpeuplée puis les populations ne crèvent pas de faim, même les populations de New York. Mais par contre, l'idée, elle, de penser que la Terre est en l'agonie puis que dans quelques décennies, elle sera pas habitable, ben, cette idée-là, elle a toujours cours et beaucoup de gens pensent aujourd'hui que cette idée-là est vraisemblable, que dans 10, 20, 30 ans, la Terre sera probablement inhabitable, exactement comme on pensait dans les années 70, mais ça s'est pas avéré dans les années 70. Heureusement d'ailleurs. Une autre thématique exploitée par le film Interstellaire est l'éventuel transport de l'humanité d'une Terre qui se meurt vers une autre planète habitable. Claude, est-ce que c'est possible d'envisager qu'un jour on puisse procéder à une migration aussi massive? Ça, c'est une idée qui est très répandue. On m'en a souvent parlé. Est-ce qu'un jour, on ne trouvera pas une planète habitable sur laquelle on pourrait transporter toute l'humanité là, parce que la Terre se meurt? La planète en question, ça pourrait tout simplement être la planète Mars ou la planète Vénus qu'on aura transformée pour les rendre habitables, ou ça pourrait être, par exemple, une exoplanète qu'on va découvrir à quelques années-lumière d'ici. Donc, l'idée est très courante et le film l'exploite très bien. Est-ce que c'est une idée vraisemblable? Moi, je prétends que non, pour plusieurs raisons, ne serait-ce que des raisons simplement techniques et logistiques. Prenons un exemple. Imaginons si aujourd'hui, pour une raison quelconque, on voulait transporter toute la population des États-Unis vers l'Europe, ou vice-versa, là, ou toute la population européenne vers les États-Unis. Donc, on parle aux États-Unis, il y a à peu près 300 millions de personnes. En Europe, je pense qu'ils sont à peu près 500 millions. Est-ce qu'on serait capable de transporter 3, 4, 500 millions de personnes d'un continent à l'autre en employant tous les avions dont on dispose, tous les navires qu'on dispose en quantité? Je pense que la réponse, c'est non. Ça serait impossible de transporter donc quelques centaines de millions de personnes d'un bord à l'autre de l'océan. Imaginez maintenant des milliards. Un autre exemple, et là, on a des exemples concrets, c'est
un peu partout sur Terre, depuis fort longtemps, il y a des zones qui deviennent inhabitables, souvent à cause de nous, c'est-à-dire que à cause des guerres, à cause des famines, etc. Donc, il y a malheureusement quantité d'exemples où il y a des régions qui ont été ravagées. Et ce qu'on observe dans tous les cas, même dans les cas les plus graves, c'est que on n'a jamais vu toute une population se déplacer d'une région, donc devenue inhabitable à cause de nous, vers une autre région. En fait, ce qu'on s'observe dans chaque cas, c'est une minorité de gens qui fuient leur pays, qui migrent vers d'autres pays. Ce qui fait que même dans des cas les plus graves, comme la Terre un jour sera peut-être inhabitable, même dans des cas comme ça, on voit très bien que dans les régions qui sont inhabitables, les populations ne se déplacent pas. Si maintenant, on revient à la possibilité de est-ce qu'un jour... Un autre exemple, c'est vrai, avant d'aller plus loin, un autre exemple, c'est la colonisation de des Amériques. Que ce soit au 17e siècle, au 18e siècle, au 19e siècle ou même au 20e, il y a eu en Europe toutes sortes d'épisodes où dans certains pays, il y a des gens qui ont souffert de guerre, de famine. Et pendant longtemps, l'Amérique, particulièrement l'Amérique du Nord, était une terre d'accueil. Donc, les gens auraient pu migrer en masse, quitter leur zone de guerre ou les pays, leur zone ravagée par la famine pour venir s'installer en Amérique. Encore une fois, ce qu'on observe, c'est une minorité, une petite portion de ces populations qui ont migré vers l'Amérique, mais ça n'a jamais été l'ensemble de la population. Ce qui fait qu'on pourrait imaginer que si un jour la Terre devenait inhabitable, c'est pas pensable d'imaginer qu'on aura d'abord l'équipement, la flotte de vaisseaux interplanétaires pour transporter toute la population, et encore faudrait-il trouver une planète habitable qui est à notre portée. Donc, c'est un mythe qui est intéressant, que beaucoup de gens imaginent en disant un jour, si jamais on est mal pris, on pourra transporter l'humanité. D'ailleurs, c'est un peu ce à quoi fait allusion Interstellar, mais c'est pas quelque chose de réaliste, malheureusement. Au début du film, on apprend qu'une forme de vie intelligente aurait installé un trou de verre à proximité de Saturne afin de nous permettre d'accéder à des planètes habitables. On apprendra par la suite que ce serait l'œuvre de nos lointains descendants qui auraient placé ce trou de verre afin de sauver l'humanité. Qu'en penses-tu? Ça aussi, c'est un mythe moderne. En fait, c'est même pas un mythe moderne, c'est un mythe très, très tenace, je dirais. C'est que depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, on a toujours imaginé que quelque part au-dessus de nous, il y a des dieux ou il y a un dieu qui se préoccupe de nous et qui va possiblement nous sauver le moment venu si jamais ça va trop mal. C'est les fameuses mythologies, c'est les religions qu'on a inventées. Plus proche de nous, depuis les années 40-50, depuis qu'il y a des extraterrestres qui apparemment viennent nous visiter, il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a des extraterrestres qui sont là-haut, qui sont là, qui d'une certaine façon nous surveillent et qui pourraient nous sauver le moment venu. C'est donc ce mythe-là que véhicule le film et c'est un mythe tenace parce que même si on lui donne des airs de modernité, ça fait des milliers d'années qu'on pense qu'il y a des gens qui sont là pour qui nous surveillent et qui vont intervenir le moment approprié. À la fin du film, on comprend que la présence du trou de verre aux abords de Saturne serait l'œuvre de l'humanité du futur qui aurait ainsi donné le moyen à l'humanité du présent de se préserver. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est là qu'on voit, à mon avis, la grande incohérence du film. C'est-à-dire que ce que moi je comprends, c'est que l'humanité du futur a installé un trou de verre pour permettre à l'humanité du présent de se sauver. Sauf que s'il n'y avait pas de trou de verre et que l'humanité ne peut pas se sauver, il ne peut pas y avoir une humanité du futur qui va venir sauver l'humanité du présent. Il y a comme une contradiction quelque part, là, où on s'est sauvé sans trou de verre. Et là, si on installe un trou de verre pour nous permettre de nous sauver, on vient de changer l'histoire. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et je trouve ça un peu surprenant que le film ait passé une aussi grande incongruité, à mon avis. Mais ça fait une belle histoire pareille. Le film Interstellar évoque aussi la notion de voyage dans le temps, le personnage principal, Cooper, ayant tenté de communiquer avec sa fille pour changer le cours de l'histoire. Claude, la question qui tue. Pourra-t-on un jour envisager de voyager dans le temps?
Ah, ça c'est une idée fantastique qui a donné lieu d'ailleurs à des quantités innombrables de romans, de films. Et évidemment, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Est-ce qu'on peut retourner dans le passé, changer le passé avec toute la cascade de conséquences que ça a? C'est une idée formidable. Maintenant, si on voulait rester au niveau des sciences, qu'est-ce qu'on peut en penser? Il y a une hypothèse qui a été émise que je trouve intéressante et je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Si on pourrait imaginer qu'actuellement, on vit dans un monde en 3 dimensions. Hein? C'est-à-dire que quand on est dans une pièce, on peut aller vers l'avant ou vers l'arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Si on imagine que le temps, c'est la 4e dimension. Donc, et pour lequel aujourd'hui, on n'a pas moyen de voyager dans le temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre le présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Mais peut-être qu'un jour, pour des raisons difficiles à expliquer, mais qu'importe, qu'on va pouvoir voyager dans le temps. Comme on voyage, comme on se déplace dans une pièce, on va vers l'avant, l'arrière, à gauche, en haut, à bas. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que peut-être à l'aide de machines ou peu importe, on va pouvoir voyager dans le temps, c'est-à-dire d'aller voir le passé ou même d'aller voir le futur, mais pas d'intervenir. Un peu comme si vous vous promenez dans une pièce, vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut, en avant, mais vous ne changez rien. Donc ça, c'est peut-être quelque chose éventuellement d'envisageable, peu importe par des moyens, mais pas d'intervenir dans le passé, parce que comme l'ont montré quantité d'œuvres, si vous intervenez, si vous changez le passé, vous changez tout le reste, puis ça a des conséquences. Fait que voyager dans le temps, peut-être qu'un jour ce serait possible si on imagine que c'est la 4e dimension dans laquelle on vit, mais pas d'intervenir, par exemple. Tu as bien synthétisé ta pensée parce que ça pourrait faire l'objet d'un balado complet. Absolument. Il y a aussi la notion du trou de verre et aussi les trous noirs qu'on aborde dans Interstellar. Qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de ces 2 objets? Ça aussi, c'est un sujet qui fascine beaucoup les gens. Il y a beaucoup de livres de science-fiction, puis il y a même beaucoup de gens qui nous en parlent. Disons 2 choses. Les trous de verre, c'est un concept théorique. On n'en a jamais repéré et c'est très possible que ça n'existe pas. L'idée est intéressante. Il y a des théories qui expliquent les trous de verre, mais on n'en a jamais repéré par contre. Et on ne peut pas considérer que ça nécessairement que ça existe. Par contre, les trous noirs, eux, ils existent. D'ailleurs, on en a repéré plusieurs. Il y en a même à peu près au centre de toutes les galaxies, dont notre galaxie. Donc, gardons en mémoire que les trous de verre, c'est un concept théorique, mais les trous noirs, ça existe. Donc, Interstellar s'est servi d'un concept théorique pour permettre à son équipage d'accéder à une autre galaxie. Ça fait tout de même rêver, pourquoi pas si on est en fiction, ça donne droit à des scènes splendides. Absolument, ça donne droit à des scènes spectaculaires et c'est très intéressant. Maintenant, si on essaie d'être au niveau des sciences, on pourrait probablement percevoir la chose suivante. Imaginons que ça existe. Là. On va prendre pour acquis que ça existe, ce qui est possible. Ce qui arriverait probablement en réalité, c'est que si on envoyait un vaisseau à travers un trou de verre, il disparaîtrait probablement à tout jamais pour nous. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas est-ce que le vaisseau est rendu quelque part ailleurs ou il a été détruit. Parce qu'il est soit ailleurs ou en tout cas dans une autre dimension, je ne sais trop, mais il ne reviendrait pas. Fait que est-ce qu'on pourrait se permettre de risquer la vie d'un équipage en disant nous allons les envoyer à travers un trou de verre, ne sachant pas ce qui arrive de l'autre bord? Ça fait un merveilleux film de science-fiction et de fiction, et j'ai aimé Interstellar pour cette raison-là, mais au niveau des sciences, ça me semblait un peu invraisemblable, ne sachant pas ce qui arrive une fois que vous êtes de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il y en a des trous noirs? On les connaît pas parfaitement encore. On a encore beaucoup à en apprendre sur eux, mais il semble que, comme tu dis, là, leur existence là, semble incontestable. C'est ça, exactement. Non, les trous noirs existent, mais ce sont des objets, j'oserais dire, très mal commodes. C'est-à-dire que c'est des objets qui absorbent tout autour d'eux. Ils aspirent vers eux tout ce qui existe, tout le gaz, toute la matière, et leur champ de gravité est tellement fort que même les photons de lumière ne peuvent s'en échapper. Même les photons de lumière sont captés par les trous noirs, d'où le fait, on les appelle les trous noirs parce qu'il n'y a rien qui ressort de ces trous-là, y compris la lumière. Or, dans le film, ce qu'on voit, c'est le personnage principal, Cooper, qui entre dans un trou noir pour trouver moyen de passer à travers puis revenir.
Or, en pratique, si on s'aventurait dans un trou noir, on serait littéralement décomposé jusqu'au moindre de nos atomes. On ne survivrait pas. Fait que c'est impossible de se servir d'un trou noir pour voyager dans l'espace comme on le montre dans le film, mais ça donne encore une fois des images spectaculaires et splendides et ça amène à des scènes assez intéressantes. Et que dire d'une planète qui gravite si près d'un trou noir? La fameuse planète Océan, c'est une de mes scènes favorites dans le film. Donc, 1 heure passée sur cette planète équivaut à 7 années sur la Terre. Est-ce que c'est vraisemblable? On invente dans ce film-là un beau concept. Hein? En fait, si vous allez sur cette planète-là et que vous passez seulement 1 heure, pour quelqu'un qui serait resté en orbite autour de cette planète-là ou sur Terre, il se serait écoulé 7 ans. L'idée aussi, c'est que cette chose-là, ce phénomène-là existerait parce que la planète est à proximité d'un trou noir et c'est l'influence du trou noir qui produit un tel phénomène. Personnellement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis convaincu que si sur une planète, il y avait un phénomène aussi intense à cause de la présence d'un trou noir, ce serait sûrement une planète inhabitable. Mais encore là, on est dans la fiction et pourquoi pas. En conclusion, on va revenir sur ce qui nous a inspiré dans l'ensemble des films First Man et Interstellar. Donc, Claude, toi, qu'est-ce que tu vas retenir du film First Man? Ce que j'ai bien aimé dans First Man, comme je l'ai dit un peu au début, c'est on est souvent à hauteur d'homme. Là. On est dans le siège de Neil Armstrong ou même dans ses bottines. Et il y a une scène vers la fin du film, c'est quand il sort du module lunaire pour descendre sur la Lune. Là, on est littéralement dans son scaphandre, on est à sa place. Et là, ça permet d'imaginer ce qu'il a dû ressentir. Et pour donner une idée, imaginez que vous êtes dans un scaphandre, que vous donc sortez par une petite porte, et là, que vous devez descendre à reculons une échelle. Et là, vous ne voyez pas grand-chose parce que vous avez un casque et vous ne pouvez pas trop sentir votre environnement parce que vous avez des gants. Et donc, vous devez descendre une échelle, et c'est vraiment ce qu'on voit dans le film, descendre vers un environnement, vers un sol que vous ne connaissez pas. Là, vous ne savez pas exactement la texture du sol lunaire. Donc, vous devez descendre comme ça, et c'est ce qu'on voit. Et je me suis dit, toute personne qui un jour a été sur le toit d'une maison, par exemple, et qui doit comme embarquer sur une échelle et descendre l'échelle, c'est toujours une sensation un peu éprouvante, surtout quand on n'a pas l'habitude. C'est ça qu'a eu à vivre Armstrong et c'est ça que nous montre le film. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Par contre, par la suite, j'ai été un petit peu, je sais pas, je dirais déçu ou choqué, mais quand on voit Armstrong marcher sur la Lune, on voit aussi qu'il est sur la Lune et que là, il se rappelle un certain nombre de scènes, j'oserais dire, bucoliques de sa vie. Or, comme on l'avait expliqué dans notre balado, la première partie de 12 hommes sur la Lune, lui et son collègue Aldrin n'ont passé que 2h30 à explorer le sol lunaire, 2h30 au cours desquelles il y avait énormément de choses à faire, récolter des échantillons, installer des équipements scientifiques, etc. Ils ont surtout, et malheureusement pour eux, pas eu le temps d'apprécier le moment présent, le temps d'apprécier le fait qu'ils sont sur la Lune, qu'ils ont ce privilège-là, qu'ils sont sur un autre monde. Or, c'est pas ce que nous montre First Man, qui nous donne l'impression que là, il était là, puis il a dû dire « Ah, wow, enfin, je suis là, c'est extraordinaire. » Malheureusement, il n'y a pas eu ça. Donc, cette scène-là est fausse. Je trouve ça dommage parce que autant la première partie de la scène où il descend l'échelle nous donne une idée intéressante, la deuxième fois, dans la deuxième partie, ben là, on a une fausse idée de ce que ça a été parce que malheureusement, lui et son collègue n'ont pas eu la chance d'apprécier le fait qu'ils étaient sur la Lune. Une question que plusieurs ont dû se poser, moi je me suis posé, mais là je te la pose, Claude. C'est au sujet du fameux bracelet de sa fille décédée. On pense que c'est une des seules choses qu'il a dû amener sur la Lune. Et puis, ce bracelet-là, à la fin du film, il va le jeter dans un cratère de la Lune. C'était une des scènes quand même qui était émouvante, là. J'en aurais pris plus des scènes comme ça, mais est-ce que tu penses que ça a eu lieu, ça, le fait qu'il avait apporté son bracelet sur la Lune? C'est une belle scène bucolique, mais qui malheureusement n'a pas eu lieu, parce que non, Armstrong n'a pas apporté le bracelet de la fille qu'il aurait laissé sur la Lune, mais c'est une belle idée pareille, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. OK.
Bon, bien moi, on va terminer avec ma vision, mon point de vue sur le film Interstellaire. Donc moi, c'est un film qui me fait voyager dans l'espace comme rarement le cinéma le fait auparavant. J'ai adoré l'ambiance du film avec la musique d'Hans Zimmer qui nous hypnotise du début à la fin. On reste vraiment accroché au film, là, la première fois qu'on le voit surtout. La trame de fond étant le passage du temps, on réalise que les voyages dans l'espace, les voyages vers de lointaines planètes impliquent de laisser derrière nous les êtres chers et le monde tel que nous le connaissons. De par sa complexité, c'est un film qui gagne à être réécouté. Et je dois dire que je me plais personnellement à le visionner chaque année depuis sa sortie en 2014. Et même que je dirais que la première fois qu'on le visionne, c'est assez rare les gens qui ont tout saisi. Je pense qu'il faut le réécouter puis même aller lire sur Internet pour comprendre ce film. Pour ma part, ce film, ça demeure une œuvre de science-fiction. Les fondements de cette histoire s'inspirent de la science, à savoir la situation précaire de notre espèce, la gravité, la théorie des trous de verre, les trous noirs, la relativité générale. Et à partir de cette base, au fur et à mesure que l'histoire avance, l'auteur extrapole et se permet des grandes libertés pour raconter une histoire captivante et qui me fait encore rêver aujourd'hui. Aucun film n'étant parfait, je trouve qu'on aurait eu avantage à ne pas aller trop loin, pas trop pousser loin, en particulier avec la scène finale quasi ésotérique où Cooper se retrouve dans le Tesseract, une espèce de cube en 4 dimensions. Enfin, un coup parti, j'aurais aussi aimé qu'on visite une ou deux planètes de plus, tant qu'à être là. Et puis, ça nous aurait permis de découvrir une diversité de planètes intéressantes. Quoi qu'il en soit, je peux conclure que j'ai trouvé ce film émouvant, grandiose, et c'est un film qui soulève plusieurs questions et qui porte à réfléchir. Alors Claude, je veux te remercier de t'être prêté au jeu. Vraiment, je me suis fait parler de ce film-là depuis qu'on a notre balado. C'est vraiment quelque chose qui vient de nos auditeurs. Puis tu as accepté de le regarder, le film, puis de livrer ton point de vue sur le film. C'est tout, ça venait vraiment de moi puis de nos auditeurs. Ça. C'est une expérience intéressante d'avoir à la fois combiné un film qui se veut refléter la réalité, First Man, avec un film de fiction. Ça donne. J'ai passé un beau 2 semaines agréables ces derniers temps pour voir les films et préparer le balado. Mais tant mieux. On a 2 points de vue un petit peu différents, mais c'est ce qui fait la richesse d'un travail d'équipe comme on dit. Absolument. Alors vous êtes fait votre idée sur le film, j'en suis certain. Maintenant, avant de quitter, je vous rappelle que nos patrons sur le Patreon ont droit la semaine prochaine à un entre-deux, une émission bonus. Également, ils vont avoir droit, nos patrons qui payent 5$ et plus par mois, au fascicule 20, donc le fascicule d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, qui va être écrite sous forme de PDF. Ensuite, bien, je veux remercier tous nos patrons. Merci beaucoup de votre soutien. On est disponible sur Facebook, Voyage dans l'espace. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.